Le 8 juillet 2020 à 21h30, l'obscurité de l'autoroute 20 est déchirée par un fracas de métal. À Saint-Apollinaire, une voiture s'écrase dans un fossé, mais à l'arrivée des secours, l'habitacle est désert. Sur les sièges, un téléphone et de la crème glacée qui finit de fondre dans la chaleur de la nuit. Martin Carpentier et ses deux filles, Nora et Romy, se sont volatilisés dans l'immensité de la forêt boréale. Ce qui semble être un accident banal devient la plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec. Pourquoi ce père exemplaire a-t-il entraîné ses enfants dans une fuite mortelle? Aujourd'hui, sur Traces perdues, nous disséquons l'affaire Carpentier, une tragédie de 18 heures où les failles du système ont scellé le destin de deux innocentes. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette enquête. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui a frappé la province de Québec cet été-là, il faut d'abord s'immerger dans le quotidien de la ville de Lévis, une communauté où les apparences de stabilité et de sécurité sont les piliers de la vie sociale. C'est ici que résidait Martin Carpentier, un homme de 44 ans dont le profil ne présentait aucune des aspérités habituelles des chroniques criminelles. Travailleur de la construction spécialisé dans le tirage de joints, il était reconnu pour son application et son calme. Mais au-delà de sa vie professionnelle, c'est son image de père dévoué qui faisait l'unanimité. Martin n'était pas seulement un parent présent, il était une figure de confiance au sein du 128e groupe scout de Charny, où ses deux filles, Nora, 11 ans, et Romy, 6 ans, étaient activement impliquées. Pour ses voisins, pour ses collègues, et même pour les forces de l'ordre qui allèrent plus tard scruter son passé, il représentait le bon père, par excellence. Cet homme, sans aucun casier judiciaire, sans historique de violence domestique et sans contact préalable avec la direction de la protection de la jeunesse, bénéficiait de ce que les experts appellent un effet de halo. Cette perception d'une moralité irréprochable allait devenir, paradoxalement, le premier obstacle majeur à la survie de ses enfants, créant un angle mort cognitif chez ceux qui auraient dû pressentir le danger. Pourtant, sous cette surface lisse et rassurante, les fondations psychologiques de Martin Carpentier étaient en train de s'effondrer. Ce que l'enquête publique qualifiera plus tard d'autopsie psychologique révèle un homme en pleine décompensation, broyé par une série de facteurs de stress qui convergeaient vers un point de rupture inévitable. La séparation avec Amélie Lemieux, la mère des fillettes, remontait à 2015, mais l'année 2020 avait apporté avec elle la formalisation juridique du divorce, un processus qui agissait sur Martin comme une sentence de mort sociale. Il nourrissait une angoisse sourde, presque paranoïaque, à l'idée de perdre la garde de ses filles. Cette peur était particulièrement vive concernant Nora. Bien qu'il l'ait adoptée en 2010 et qu'il l'ait élevée comme sa propre chair, elle n'était pas sa fille biologique. La récente volonté de la mère de faciliter les contacts entre Nora et son père biologique avait été perçue par Martin comme une menace existentielle, une spoliation de son identité de père qui constituait le seul pilier de son estime de soi. À cela s'ajoutait l'isolement pesant causé par la première vague de la pandémie mondiale, un climat d'incertitude qui exacerbe les troubles anxieux. Dans les semaines précédant le drame, les signes étaient là pour qui savait regarder. Une perte de poids spectaculaire, une agitation constante et une insomnie que même les prescriptions médicales ne parvenaient plus à apaiser. Martin Carpentier était un homme qui se noyait dans ses propres peurs, persuadé que son monde était sur le point de disparaître. La journée du 8 juillet 2020 commence pourtant sous les auspices d'une normalité banale, presque rassurante. Martin passe du temps avec Nora et Romy, une journée de congé qui ressemble à tant d'autres. Les caméras de surveillance et les témoignages permettent de reconstituer leurs derniers instants de visibilité sociale avec une précision chirurgicale. À 20h30, on aperçoit le trio dans un dépanneur de Saint-Nicolas, puis un peu plus tard, ils sont vus au McDonald's de Saint-Apollinaire. Les images montrent des enfants calmes, une soirée d'été ordinaire où l'on s'offre une friandise après le repas. Rien dans l'attitude de Martin ne trahit l'orage qui gronde sous son crâne. Rien n'indique que dans quelques minutes, il va engager sa Volkswagen Passat 2008 sur l'autoroute 20 pour un voyage sans retour. C'est à environ 21h30 que le destin bascule de façon irrémédiable. À la hauteur du kilomètre 288,
le véhicule de Carpentier dévie de sa trajectoire de manière inexplicable. Les reconstitutions techniques de la Sûreté du Québec seront formelles. Il n'y a aucune trace de freinage sur l'asphalte, aucune manœuvre d'évitement, suggérant un obstacle imprévu. La voiture traverse le terre-plein central avec une force d'inertie terrifiante, franchit les voies réservées au trafic inverse et finit sa course dans un fossé abrupt, bordé par une forêt dense et impénétrable. L'accident, qu'il ait été une tentative de suicide ratée ou un instant de distraction causé par une crise de panique, devient le catalyseur de la tragédie. En sortant de l'habitacle, Martin Carpentier n'est plus dans un état de raisonnement logique. Il est entré dans ce que les psychiatres décrivent comme un épisode psychotique aigu où la réalité se distord pour ne laisser place qu'à l'instinct de fuite. Au lieu d'attendre les secours qui ne tarderont pas, au lieu de chercher de l'aide pour ses filles qui viennent de subir un choc violent, il prend une décision qui défie l'entendement. Il entraîne Nora et Romy dans le bois. Les conditions de cette fuite sont atroces. Le terrain est un enchevêtrement de branches, de ronces et de sols spongieux. Dans la confusion de l'impact, Martin a perdu ses chaussures. Il s'enfonce nu-pieds dans les ténèbres boréales. Près de la voiture, les policiers retrouveront une sandale appartenant à Nora. L'image est insoutenable. Un père guidant ses enfants, dont l'une est probablement déchaussée, dans une forêt hostile en pleine nuit d'été, alors que la température reste lourde et étouffante. À cet instant précis, commence ce que les experts appellent l'heure d'or, cette fenêtre critique où chaque décision prise par les autorités peut faire la différence entre la vie et la mort. Lorsque les premiers patrouilleurs arrivent sur les lieux de l'accident, ils découvrent une scène de désolation silencieuse. La voiture est vide, les portières sont ouvertes, et l'odeur de la crème glacée qui fond sur les sièges se mélange à celle du métal chaud. Le téléphone de Martin est toujours là, abandonné. Ce détail seul aurait dû signaler une anomalie majeure. Personne ne s'enfuit volontairement, sans son seul moyen de communication dans une telle situation, à moins d'être dans un état de détresse psychologique extrême. Mais c'est ici que le biais du bon père opère son premier ravage. Les policiers, voyant le profil propre de Martin, émettent l'hypothèse qu'il s'agit d'un simple délit de fuite. Ils imaginent un homme paniqué par l'accident, craignant peut-être une accusation de conduite avec les facultés affaiblies, qui se cache à proximité en attendant que la pression retombe. Cette interprétation erronée va conduire à une paralysie opérationnelle désastreuse. Pendant que Martin s'enfonce de plus en plus profondément dans les bois avec 2 fillettes vulnérables, les forces de l'ordre traitent le dossier comme une affaire de circulation et non comme une disparition à haut risque. Pourtant, un signal d'alarme retentit très tôt dans la nuit. Un ami proche de Martin, arrivé sur les lieux après avoir été informé de l'accident, tient des propos sans équivoque aux policiers présents. Il exprime sa crainte immédiate que Martin ait enlevé les filles parce qu'il était terrifié à l'idée de les perdre. Cette information cruciale, ce témoignage direct sur l'état mental fragile du suspect, ne remonte pas la chaîne de commandement. Elle reste coincée dans les rapports préliminaires, ignorée par les officiers supérieurs qui prendront le relais le lendemain matin. Ce cloisonnement de l'information, cette incapacité à traiter une intuition humaine comme une preuve de danger imminent, sera l'une des critiques les plus acerbes du rapport du coroner. Pendant ce temps, dans le noir absolu de la forêt de Saint-Apollinaire, Nora et Romy suivent leur père. Elles lui font confiance. Elles croient peut-être à une aventure, à un jeu de survie scout, ignorant que l'homme qui leur tient la main est déjà passé de l'autre côté de la raison. Le compte à rebours est lancé, et le système, dans sa rigidité bureaucratique, vient de perdre sa première et sa meilleure chance de les sauver. L'aube du 9 juillet 2020 se lève sur la petite municipalité de Saint-Apollinaire avec une clarté cruelle. Alors que les premiers rayons du soleil percent la canopée dense de la forêt boréale, le silence de la nuit laisse place à un bourdonnement d'activités qui, pourtant, manque cruellement de direction. À ce moment précis, cela fait déjà plus de 7 heures que Martin, Nora et Romy se sont enfoncés dans les bois. Dans le monde de la recherche et du sauvetage, ces premières heures de lumière sont sacrées. C'est le moment où la visibilité permet de repérer des indices que l'obscurité dissimule, où les odeurs sont encore fraîches pour les unités cynophiles et où la fatigue n'a pas encore totalement engourdi les sens des disparus.
Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. La Sûreté du Québec, piégée dans une structure de commandement rigide, traite toujours l'affaire comme une simple recherche de conducteurs fugitifs. Le poste de commandement n'est pas encore pleinement opérationnel, et l'urgence qui devrait caractériser la disparition de 2 fillettes de 6 et 11 ans semble étouffée par une bureaucratie lente à se mettre en branle. Le premier échec majeur de cette matinée réside dans la gestion des ressources spécialisées. Stéphane Ranger, un maître chien chevronné de la SQ, arrive sur les lieux avec son partenaire, Taz, vers 23h la veille. Ce qu'il découvre est un cauchemar pour tout expert en pistage. Le site de l'accident, qui aurait dû être préservé comme une scène de crime délicate, a été littéralement piétiné par près de 20 intervenants des services d'urgence. Des policiers, des pompiers et des curieux ont circulé autour de la passade grise, effaçant les traces de pas et mélangeant les odeurs dans un chaos de semelles de bottes. Pour Taz, le chien de piste, la mission devient presque impossible. Malgré tout, l'unité tente de trouver une direction de fuite, mais la contamination du périmètre est telle que le pistage initial échoue. Si un périmètre de sécurité strict avait été établi dès les premières minutes, si l'on avait considéré dès le départ que la vie des enfants était en jeu, le flair du chien aurait pu changer le cours de l'histoire. Au lieu de cela, Martin Carpentier gagne du temps, une ressource précieuse qu'il utilise pour s'enfoncer plus profondément dans un territoire qu'il connaît bien, fort de son expérience de scout. Pendant que les heures s'écoulent, des indices physiques commencent pourtant à émerger des profondeurs du bois, dessinant une trajectoire de plus en plus inquiétante. Les patrouilleurs finissent par localiser des empreintes de pas. Une trace de pied nu, large, appartenant probablement à Martin, et à côté la marque d'une petite sandale. Ces empreintes ne sont pas celles de personnes qui se promènent, elles racontent une fuite erratique à travers des zones que personne ne choisirait de traverser de plein gré. Plus troublant encore, la progression mène les enquêteurs vers une petite roulotte de camping stationnée en lisière de forêt. La porte a été forcée. À l'intérieur, le désordre témoigne d'un passage récent et désespéré. Martin Carpentier n'a pas seulement cherché un abri pour ses filles, il a volé des objets de survie, une petite pelle, un briquet de type barbecue et quelques ustensiles de camping. Ce détail est fondamental pour l'analyse systémique du drame. Il prouve qu'à ce stade, Martin est toujours dans une logique de survie. Il prépare un campement. Il essaie de subvenir aux besoins immédiats de Nora et Romy. Mais pour la police, cette information est interprétée de manière ambiguë. Au lieu d'y voir la preuve d'une détresse psychologique extrême et d'une planification irrationnelle, on y voit une confirmation que le père gère la situation. Le spectre du bon père continue de hanter l'enquête, masquant la réalité d'un homme en pleine psychose. C'est ici que se joue le cœur de la défaillance opérationnelle, le retard inexplicable du déclenchement de la recherche au sol massive. Bien que le soleil soit levé depuis 5h du matin, les équipes de recherche organisées ne reçoivent l'ordre de ratissage qu'aux alentours de 10h. 5 heures de lumière ont été gaspillées. Le rapport du coroner Malouin sera cinglant sur ce point. Cette perte de temps est inexcusable. La SQ refuse également, par une sorte d'arrogance institutionnelle, de solliciter l'aide de services limitrophes comme le service de police de la ville de Québec, qui dispose pourtant d'unités de recherche spécialisées et disponibles immédiatement. On préfère garder l'affaire à l'interne, limitant ainsi le nombre d'hommes sur le terrain pour saturer une zone de recherche de plus en plus vaste. Chaque minute qui passe dilue la probabilité de retrouver les fillettes vivantes, car plus le temps avance, plus la zone où Martin peut se cacher s'étend de manière exponentielle. À la périphérie de cette zone de recherche, la douleur et l'angoisse prennent un visage, celui d'Amélie Lemieux. La mère de Nora et Romy est sur place, dévorée par une intuition que les protocoles policiers refusent de valider. Elle demande l'hélicoptère, elle supplie pour que l'alerte Amber soit lancée. Mais elle se heurte à un mur de froideur procédurale. Pour les officiers en charge, les critères de l'alerte nationale ne sont pas réunis. Le protocole exige une confirmation d'enlèvement et la preuve d'un danger imminent. Pour la Sûreté du Québec, Martin Carpentier est le père légal. Il n'y a pas de casier judiciaire, donc techniquement, ce n'est pas un enlèvement au sens strict du dictionnaire policier. C'est une interprétation d'une rigidité mortelle.
On ne tient pas compte du témoignage de l'ami de Martin qui a parlé de kidnapping dès le soir du crash. On ignore les signes de la décompensation psychologique que la famille tente désespérément de communiquer. On traite la disparition de 2 enfants de moins de 13 ans avec une prudence administrative qui confine à la négligence, alors que la doctrine moderne de recherche stipule que toute disparition d'enfants devrait être traitée immédiatement comme le pire scénario possible. Le tournant survient enfin à la mi-journée du 9 juillet. Après avoir interrogé plus longuement l'entourage et analysé les objets volés dans la roulotte, l'officier responsable finit par comprendre l'évidence. Martin Carpentier n'est pas un père en fuite, c'est une bombe à retardement psychologique. À 12h45, la décision est prise de déclencher l'alerte Amber. Mais même là, la machine s'enraye. Il faudra attendre près de 100 minutes pour que le message soit rédigé, approuvé par les différents paliers hiérarchiques et finalement diffusé sur les téléphones cellulaires de la province à 15h. 100 minutes de bureaucratie, alors que l'on sait aujourd'hui, grâce aux rapports médico-légaux, que les fillettes étaient probablement encore en vie à ce moment précis. Les experts en pathologie situeront plus tard l'heure du décès dans l'après-midi du 9 juillet. Cela signifie que pendant que les policiers débattaient des termes du message de l'alerte, Nora et Romy étaient à quelques kilomètres de là, toujours vivantes, peut-être même en train d'entendre le bourdonnement lointain de l'hélicoptère qui les cherchait mal. Cette fenêtre d'opportunité, cette marge étroite entre le sauvetage et le carnage, s'est refermée dans le silence des bureaux administratifs. L'analyse de la Sûreté du Québec durant cette période révèle un manque flagrant d'agilité opérationnelle. Les informations recueillies sur le terrain ne sont pas partagées en temps réel avec le centre de décision. Les silos de communication empêchent les techniciens en recherche au sol de savoir ce que les enquêteurs au crime contre la personne ont découvert, et vice-versa. Cette déconnexion crée une cacophonie où la main droite ignore ce que fait la main gauche. On cherche dans des secteurs déjà visités, on ignore des pistes prometteuses et on s'obstine à croire que Martin Carpentier agira de manière rationnelle. Mais Martin n'est plus rationnel. Il est désormais un prédateur pour ses propres enfants, convaincu dans son délire que la seule façon de les garder avec lui est de les emmener dans l'au-delà. Le drame est désormais inévitable, car le système a laissé passer toutes les chances de l'intercepter avant qu'il ne commette l'irréparable. Le chapitre qui suit nous mènera au cœur de la forêt, là où l'horreur a finalement pris corps, et où la science médico-légale viendra confirmer l'ampleur du gâchis humain causé par ces heures d'hésitation. L'espoir est une flamme qui refuse de s'éteindre, même face à l'évidence la plus sombre. Pendant 3 jours, le Québec tout entier a retenu son souffle, les yeux rivés sur les lisières de forêt de Saint-Apollinaire, espérant voir surgir de la broussaille la silhouette d'un père et de ses 2 filles, fatigués mais vivants. Des centaines de bénévoles, des policiers épuisés et des experts en recherche ont passé au peigne fin des kilomètres de terrain accidentés sous un soleil de plomb. Mais le 11 juillet 2020, peu avant midi, cette flamme s'est éteinte brutalement. Dans un secteur boisé particulièrement dense, à seulement quelques kilomètres du site initial de l'accident, les équipes de recherche font une découverte qui allait glacer le sang de la province. Dans une clairière improvisée, dissimulée par une végétation luxuriante, gisent les corps sans vie de Nora et Romy Carpentier. La scène est d'une tristesse indicible, non seulement par la présence de la mort, mais par les vestiges de vie qui l'entourent. À côté des corps, les enquêteurs trouvent les éléments d'un campement rudimentaire, un abri de fortune en cours de construction et des brindilles ramassées avec soin pour allumer un feu. Ce détail est sans doute l'aspect le plus déchirant de l'affaire. Il suggère que jusqu'à leurs derniers instants, les 2 fillettes ont suivi les instructions de leur père, croyant sans doute participer à une aventure de survie ou à un exercice scout, ignorant que l'homme en qui elles avaient une confiance absolue était devenu leur bourreau. La découverte des corps marque la fin de la recherche, mais le début d'une enquête médico-légale qui allait mettre à nu l'horreur des derniers instants et la faillite monumentale du système de protection. Les autopsies pratiquées par la pathologiste Dr Caroline Tanguay apportent une clarté brutale sur la cause du décès. Nora et Romy n'ont pas succombé à l'épuisement, à la déshydratation ou aux éléments. Elles ont été assassinées.
Les rapports révèlent que les deux sœurs ont succombé à un traumatisme contondant majeur à la tête. La reconstitution des faits suggère un scénario d'une cruauté inouïe. Alors que Nora s'affairait probablement à préparer le campement ou à disposer le bois pour le feu, Martin se serait éloigné avec la petite Romy avant de la frapper violemment avec une branche massive trouvée sur place. Il serait ensuite revenu vers l'aîné pour lui infliger le même sort. Il n'y a eu aucune chance de survie, aucune pitié. L'absence de drogues ou d'alcool dans le système des enfants confirme qu'elles étaient pleinement conscientes jusqu'au moment de l'attaque, une réalité que l'esprit humain peine à concevoir. C'est cependant l'estimation de l'heure du décès qui allait devenir le pivot central de la controverse nationale. En analysant la rigor mortis, le stade de décomposition et les conditions climatiques de ces journées de juillet, la pathologiste arrive à une conclusion dévastatrice. Les décès sont survenus dans l'après-midi du 9 juillet. Cette donnée scientifique est le clou qui scelle le réquisitoire contre l'opération policière. Si Nora et Romy ont été tuées l'après-midi du 9 juillet, cela signifie qu'elles ont passé près de 18 heures vivantes dans la forêt après l'accident de voiture. Elles étaient vivantes, pendant que la police débattait encore pour savoir s'il s'agissait d'un enlèvement. Elles étaient vivantes quand le soleil s'est levé le 9 juillet, alors qu'aucune équipe de recherche n'avait encore reçu l'ordre de pénétrer dans le bois. Elles étaient vivantes au moment même où la bureaucratie perdait 100 minutes précieuses à rédiger et approuver le texte de l'alerte Amber. Le verdict est sans appel. Une intervention massive et coordonnée dès l'aube du 9 juillet aurait, selon toute probabilité, permis de localiser le trio avant que Martin Carpentier ne passe à l'acte. Le système n'a pas seulement été lent. Il est arrivé au moment même où l'irréparable s'accomplissait. Après avoir commis l'innommable, Martin Carpentier n'est pas resté auprès de ses victimes. Il s'est enfoncé plus loin encore dans la forêt, entamant une errance solitaire qui allait durer plusieurs jours. Sa propre disparition a alimenté une chasse à l'homme intense, la police craignant qu'il ne soit toujours armé ou dangereux pour la population locale. Cependant, Martin avait déjà scellé son propre destin. Sa fuite s'achève sur la propriété d'un résident de Saint-Apollinaire, où il dérobe une échelle. Il l'utilise pour mettre fin à ses jours par pendaison dans un secteur boisé retiré. Son corps ne sera retrouvé que le 20 juillet, 10 jours après la découverte de ses filles, et par une coïncidence macabre, le jour même des funérailles nationales de Nora et Romy. Les rapports de toxicologie pratiqués sur son cadavre confirment qu'il n'était sous l'influence d'aucune substance au moment de sa mort, renforçant la thèse d'une crise psychotique pure, alimentée par une détresse émotionnelle dévastatrice et une incapacité totale à faire face à la réalité qu'il venait de briser. L'analyse de cette phase finale du drame révèle une transformation terrifiante du profil de Martin Carpentier. Comment cet homme, que tout le monde décrivait comme un protecteur, a-t-il pu basculer dans une telle violence? Les experts en psychologie criminelle expliquent que dans son délire de possession et de protection, Martin a pu percevoir la mort comme l'unique moyen de soustraire ses filles à un monde qu'il jugeait menaçant pour sa structure familiale. C'est ce qu'on appelle parfois le filicide altruiste, dans le cadre d'un suicide élargi, bien que le terme altruiste soit ici d'une ironie tragique. Dans son esprit distordu, tuer ses enfants était une manière de les sauver et de les garder à jamais avec lui, loin de l'influence de la justice ou du père biologique de Nora. Cette logique de tout ou rien est typique des personnalités qui ont investi toute leur identité dans un seul rôle, celui de parent, et qui préfèrent l'anéantissement à la perte de contrôle. La mort de Martin Carpentier a laissé un vide immense pour la justice, privant la famille et la société d'un procès qui aurait pu apporter des réponses. Mais ce vide a été rapidement comblé par une colère citoyenne et une exigence de reddition de comptes. Dès la fermeture du périmètre de recherche, des voix se sont élevées pour dénoncer l'inertie des autorités. Les critiques n'ont pas seulement porté sur l'individu, mais sur l'institution même de la Sûreté du Québec. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi avoir ignoré l'intuition de la mère et des proches? La tragédie de Saint-Apollinaire n'était plus seulement l'histoire d'un père qui sombre, c'était l'histoire d'un État qui échoue dans sa mission la plus fondamentale, la protection de la vie. Nous allons maintenant entrer dans la phase de la quête de vérité,
là où le journalisme d'enquête et le courage d'une mère vont forcer le gouvernement à ouvrir les portes d'une institution qui préférait le silence à l'autocritique. Le combat pour Nora et Romy ne faisait que commencer, car au-delà de la mort, il restait à sauver les prochains enfants que le système risquait d'abandonner. L'onde de choc provoquée par la mort de Nora et Romy ne s'est pas arrêtée à la lisière des bois de Saint-Apollinaire. Une fois le deuil national passé, une question lancinante a commencé à hanter l'opinion publique. Aurait-on pu les sauver? La réponse initiale des autorités, teintée de cette assurance institutionnelle habituelle, laissait entendre que tout ce qui était humainement possible avait été fait. Un premier rapport du coroner, publié en octobre 2021, semblait d'ailleurs aller dans ce sens, en concluant que le destin des fillettes était scellé dès les premières heures et en ménageant largement la sûreté du Québec. Mais cette version officielle, trop lisse pour être totalement crédible, allait être pulvérisée par le travail acharné du journalisme d'enquête. En mars 2022, l'émission Enquête de Radio-Canada diffuse un reportage dévastateur qui agit comme un second traumatisme pour la province. Grâce à des sources internes et à l'analyse minutieuse de documents confidentiels, les journalistes révèlent ce que la police avait tenté de minimiser. Le témoignage crucial de l'ami de Martin ignoré, les empreintes de pas découvertes mais non suivies immédiatement, et surtout la paralysie bureaucratique qui a retardé l'alerte Amber. Ce n'était plus une fatalité, c'était une faillite. Sous la pression d'une population indignée et d'une mère, Amélie Lemieux, qui refusait d'accepter le silence comme réponse, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, n'a eu d'autre choix que d'ordonner une enquête publique complète. C'est le coroner en chef adjoint, Meluc Malouin, qui est chargé de présider cette instance. Les audiences, qui débutent en février 2023, transforment la salle d'audience en un théâtre de vérité crue et de confrontation tendue. Ce n'est plus seulement Martin Carpentier qui est sur le banc des accusés, mais toute la structure opérationnelle de la Sûreté du Québec. L'enquête publique devient le miroir des dysfonctionnements profonds d'une institution qui semblait avoir perdu le sens de l'urgence au profit du respect rigide des procédures. L'un des moments les plus marquants de cette enquête fut sans conteste la bataille des experts. La Sûreté du Québec a tenté par tous les moyens juridiques d'empêcher le témoignage d'Alain Croteau, un expert en recherche et sauvetage au sol, arguant que son analyse était biaisée. Pourquoi une telle résistance? Parce que les conclusions de Croteau étaient accablantes. Lorsqu'il a finalement pu témoigner, il a décrit une opération gérée avec une arrogance structurelle. Il a dénoncé le refus systématique de la SQ de demander l'aide de services limitrophes, comme la police de Québec ou les agents de protection de la faune, préférant garder le contrôle total de l'opération, quitte à manquer de bras sur le terrain. Croteau a démontré que la zone de recherche n'avait pas été quadrillée selon les standards internationaux de survie et que les indices matériels, comme les vols dans la roulotte, auraient dû entraîner un encerclement immédiat du secteur. Ce témoignage a brisé le récit policier d'une opération impeccable dans les circonstances, révélant plutôt un amateurisme organisationnel tragique. Le témoignage d'Amélie Lemieux, la mère des fillettes, a constitué le cœur émotionnel et moral de l'enquête. Devant une salle silencieuse, elle a raconté ses échanges avec les policiers durant ces journées d'angoisse. Elle a décrit le sentiment d'impuissance absolue face à des agents qui semblaient minimiser ses inquiétudes, prisonniers de leur image du bon père. Elle a raconté comment elle avait supplié pour l'hélicoptère, pour l'alerte, pour une action rapide, et comment on lui avait répondu par des explications techniques sur les critères administratifs. Ces mots ont mis en lumière le fossé immense entre l'intuition d'une mère et la froideur des matrices d'évaluation des risques policières. Elle a affirmé avec une force tranquille que le passé sans tache de Martin avait été, ironiquement, la condamnation à mort de ses filles, car personne n'avait osé imaginer qu'un homme ordinaire puisse commettre l'extraordinaire. Au fil des jours, les défaillances de communication interne au sein de la SQ sont apparues comme un fil conducteur du drame. On a découvert une cacophonie d'informations où les agents sur le terrain ne recevaient pas les mises à jour des enquêteurs et où les cadres supérieurs prenaient des décisions basées sur des données obsolètes. L'absence d'un poste de commandement unifié dès les premières heures a empêché la fusion des renseignements criminels et des tactiques de recherche. Ce cloisonnement a fait en sorte que l'alerte Amber
a été traitée comme une procédure médiatique, plutôt que comme un outil de sauvetage tactique. Les témoins ont décrit des officiers débordés par la paperasse, alors que la vie de 2 enfants se jouait à quelques kilomètres de là. L'enquête a révélé que le système était conçu pour gérer la routine, mais qu'il s'effondrait dès qu'il était confronté à l'urgence absolue d'une crise psychotique imprévisible. La défense de la Sûreté du Québec, durant ces audiences, s'est souvent cristallisée autour de l'idée que même avec une alerte précoce, l'issue aurait pu être la même. C'est une stratégie de défense basée sur l'inévitabilité, mais le coroner Malouin a systématiquement démonté cet argument. En s'appuyant sur les preuves médico-légales et les analyses de terrain, il a souligné que chaque heure gagnée au matin du 9 juillet représentait une chance réelle d'intercepter Martin Carpentier dans sa progression lente à travers la forêt. L'enquête a prouvé que Martin n'était pas un fugitif rapide. Il était un homme désorienté, alourdi par 2 enfants et dépourvu d'équipement adéquat. Le temps n'était pas son allié, c'était celui de la police, et la police l'a gaspillé. Ce processus judiciaire n'a pas seulement servi à pointer des fautes individuelles, il a servi à faire l'autopsie d'une culture organisationnelle. On a vu émerger le portrait d'une police qui se replie sur elle-même face à la critique, qui privilégie le protocole à l'instinct, et qui craint plus l'erreur administrative que l'inaction opérationnelle. Les audiences ont forcé les hauts gradés de la SQ à admettre, pour la première fois publiquement, que des opportunités avaient été manquées. Ce fut un aveu tardif, mais nécessaire pour entamer le processus de réforme. Nora et Romy ne pouvaient plus être sauvés, mais leur mort était devenue le catalyseur d'une remise en question sans précédent des méthodes d'intervention au Québec. Nous arrivons maintenant au chapitre final de ce récit, celui des conclusions du coroner Malouin et de l'héritage durable que ces 2 petites filles ont laissé derrière elles dans le droit et la sécurité publique de toute une nation. Le 24 octobre 2023 restera une date charnière dans l'histoire de la justice et de la sécurité publique au Québec. Ce jour-là, dans une salle d'audience empreinte d'une solennité pesante, le coroner Luc Malouin a déposé son rapport final, un document de plusieurs centaines de pages qui allait agir comme un véritable séisme institutionnel. Après des mois d'audience, d'analyses d'experts et de témoignages déchirants, le verdict est tombé avec la force d'un coup près. Trop peu, trop tard. Par ces mots, Malouin ne visait pas seulement l'homme qui avait commis l'irréparable, mais l'ensemble de la machine étatique qui avait failli dans sa mission de protection. Le rapport est un acte d'accusation implacable contre la Sûreté du Québec, fustigeant une réponse marquée par l'inertie, une incompréhension totale de l'urgence et une arrogance structurelle qui a empêché de demander de l'aide quand il en était encore temps. Le coroner a été limpide. Sur la balance des probabilités, une mobilisation massive, rapide et coordonnée dès le lever du jour, le 9 juillet, aurait pu et aurait dû placer des chercheurs dans la forêt avant que le pire ne se produise. C'est le constat d'une opportunité manquée de 18 heures, un laps de temps où la vie de Nora et Romy a glissé entre les doigts d'un système trop rigide pour s'adapter à l'horreur. Au cœur de ce rapport se trouvent 11 recommandations bindantes, conçues pour s'assurer qu'un tel naufrage opérationnel ne se reproduise jamais. La pièce maîtresse de ces réformes est ce qu'on appelle désormais le réflexe Carpentier. Le coroner exige que toute disparition d'un enfant de moins de 13 ans soit immédiatement traitée comme le pire scénario possible. On inverse ainsi le fardeau de la preuve. Ce n'est plus à la famille de prouver le danger, mais à la police de prouver la sécurité avant de lever l'alerte. Cette recommandation vise directement à briser le biais du bon père qui a paralysé l'enquête initiale. Malouin a également ordonné une refonte complète du déclenchement de l'alerte Amber, demandant que les critères soient assouplis et que le processus décisionnel soit décentralisé pour gagner ces minutes précieuses qui ont fait défaut en juillet 2020. Le rapport appelle à une révolution technologique au sein de la SQ, exigeant que les officiers sur le terrain soient équipés de systèmes de partage de données en temps réel pour éviter que des témoignages capitaux comme celui du témoin ayant parlé d'enlèvement, ne se perdent à nouveau dans les méandres de la paperasse administrative. Plus jamais une alerte ne devra être retardée de 100 minutes pour des raisons de formatage de texte ou d'approbation bureaucratique. L'héritage de Nora et Romy se dessine aussi
dans l'exigence d'une plus grande ouverture interagences. Le coroner a dénoncé avec force la mentalité de silo de la Sûreté du Québec, cette volonté de mener les recherches en vase clos sans solliciter l'expertise des autres corps de police ou des unités de recherche et sauvetage bénévoles. Désormais, la mise en place d'un poste de commandement unifié doit être automatique, fusionnant les renseignements criminels et les tactiques de terrain en un seul lieu de décision. Cette transparence forcée est le prix à payer pour restaurer une confiance publique profondément ébranlée. Pour Amélie Lemieux, la mère des fillettes, ces recommandations sont une victoire amère. Bien qu'elle ne puisse ramener ses enfants, elle valide son combat et son intuition. Elle a d'ailleurs entrepris des procédures civiles contre la Sûreté du Québec, non pas pour l'argent, mais pour établir une responsabilité institutionnelle claire. Sa démarche vise à prouver que le devoir de diligence de la police a été rompu et que le silence et l'inaction des autorités ont un coût humain et juridique. Au-delà des réformes législatives et policières, l'affaire Carpentier laisse une trace indélébile dans le paysage physique et émotionnel de la région de Lévis. Au parc des Chutes de la Chaudière, un lieu que les filles affectionnaient particulièrement, un mémorial permanent a été inauguré. C'est un espace de silence et de recueillement où une plaque porte ces mots écrits par leur mère. Votre joie de vivre restera à jamais dans le cœur de la population. Ce monument n'est pas seulement un hommage à 2 vies fauchées trop tôt, c'est un rappel constant de notre responsabilité collective envers les plus vulnérables. Il nous rappelle que derrière les dossiers, les protocoles et les rapports de police, il y a des visages, des rires et des futurs qui ne demandent qu'à être protégés. La tragédie de Saint-Apollinaire a forcé le Québec à regarder en face ses propres angles morts, à comprendre que le danger ne porte pas toujours le visage du criminel endurci, mais peut parfois se cacher derrière le masque de la normalité la plus banale. En conclusion de cette enquête exhaustive, le cas Carpentier demeure une leçon magistrale sur les dangers de l'heuristique en milieu policier. L'incapacité des autorités à réconcilier l'image du bon gars avec celle d'un homme en pleine décompensation psychotique a été l'erreur fatale. C'est un avertissement pour tous ceux qui sont investis du pouvoir de protéger. L'objectivité doit toujours primer sur le préjugé et la rapidité sur la procédure lorsque des vies sont en jeu. Nora et Romy Carpentier ne sont plus là pour voir les changements qu'elles ont provoqués, mais leur nom est désormais synonyme d'une vigilance nouvelle. Elles sont devenues les sentinelles d'un système qui se veut plus humain, plus agile et surtout plus conscient de sa propre faillibilité. Alors que nous refermons ce dossier, une question demeure pour vous qui nous suivez. Pensez-vous que ces réformes institutionnelles sont suffisantes pour empêcher un nouveau drame, ou le facteur humain restera-t-il toujours la faille imprévisible de notre sécurité? Votre avis nous intéresse, car c'est aussi par le débat public que l'on s'assure que de telles leçons ne tombent jamais dans l'oubli. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à nous suggérer d'autres cas que vous souhaiteriez voir analysés avec cette même profondeur. Merci d'avoir suivi Traces perdues et n'oubliez pas que la vérité, aussi sombre soit-elle, est le premier pas vers la justice.